Une vérité enfouie. Le cimetière de Willow Creek baignait dans une lumière dorée, presque trop parfaite pour des funérailles. Le cercueil de marbre blanc de l'agent Daniel Reed reposait sur un socle d'acajou poli, drapé d'un drapeau américain aux plis impeccables, frémissant dans la brise d'un après-midi d'automne. Des roses blanches et des lys débordaient autour, leur parfum se mêlant à l'odeur de l'herbe fraîchement coupée. Les officiers en uniforme, leurs insignes étincelants, formaient une aide d'honneur, visage grave. Une foule de proches, de collègues et de journalistes locaux murmuraient des condoléances, contenues mais sincères. Tout était dans l'ordre, jusqu'à ce que Naomi brise le silence. Naomi, 6 ans, fille adoptive de Daniel, ne pleurait pas comme les autres. Ses petites mains, tachées d'herbe, martelaient le flanc du cercueil avec une fureur désespérée. Ses boucles brunes collaient à son visage rougi par les larmes, et ses yeux, d'un vert perçant hérité de sa mère biologique, lançaient des éclairs de colère. « Ce n'est pas mon père !» criait-elle, sa voix aiguë déchirant l'air. « Il est vivant. Ne l'enterrez pas !» Une femme en deuil, la tante de Daniel, Hélène, tenta de l'apaiser, la soulevant dans ses bras. « Chut, ma puce, c'est le chagrin qui parle. Il est parti. » Mais Naomi se débattit, glissant des bras d'Hélène pour retomber à genoux près du cercueil. « Il m'a dit de ne pas leur faire confiance », hurla-t-elle, pointant un doigt tremblant vers les officiers alignés. Ces mots stoppèrent net l'assemblée. Le prêtre, un vieil homme aux lunettes épaisses, laissa tomber son missel, figé. Les murmures cessèrent, remplacés par un silence oppressant. Les caméras des journalistes, jusque-là discrètes, pivotèrent vers Naomi. 3 jours plus tôt, Daniel Reed, un policier blanc de 38 ans, respecté pour son intégrité et son courage dans la petite ville de Redmond, avait été déclaré mort. Une explosion avait réduit sa voiture de patrouille en un amas de métal calciné sur une route isolée, à la lisière du comté. Les restes retrouvés, un corps méconnaissable, vêtu de lambeaux d'uniforme, avaient été rapidement identifiés comme ceux de Daniel. Pas d'autopsie, pas de test ADN. Juste un badge tordu, une montre brisée, et un rapport signé par l'agent des affaires internes, Mark Dempsey. Une histoire trop propre, trop rapide. Naomi n'y croyait pas. Depuis la mort de sa mère biologique dans un accident de voiture 2 ans plus tôt, elle s'accrochait à Daniel comme à un roc. Il lui avait appris à lire, à nager, à nouer ses lacets avec des boucles parfaites. Chaque soir, il lui racontait une histoire, toujours avec une promesse. « Je serai toujours là, gamine. » Maintenant, face au cercueil, elle répétait ces mots comme un mantra. « Ouvrez-le » supplia-t-elle, ses petits poings serrés. « Si vous l'aimez, ouvrez-le. » L'officier Javier Ramirez, un homme trapu aux cheveux poivre et sel, s'avança, le visage crispé. Partenaire de Daniel depuis 9 ans, il connaissait chaque détail de sa vie. La cicatrice au menton d'un accident de baseball au lycée, le tatouage en forme d'encre sur son poignet gauche en hommage à son frère, mort en service dans la marine, et son rire rauque qui résonnait dans le vestiaire après une longue journée. Ramirez avait été sur les lieux après l'explosion. Les photos de l'épave, un squelette de voiture fumant sous les pins l'avaient hanté. Quelque chose clochait. Le feu était trop intense, trop localisé. Et pourquoi n'y avait-il pas d'enquête approfondie? Ouvre-le, ordonna-t-il au directeur des pompes funèbres, un homme maigre en costume gris qui transpirait malgré la fraîcheur. Officier, ce n'est pas habituel, balbutia le directeur, jetant un regard nerveux vers Mark Dempsey, posté à l'écart, impeccable dans son uniforme, les bras croisés. Dempsey, 45 ans, était une figure d'autorité au commissariat, connu pour son calme froid et ses rapports méticuleux. Il avait supervisé la scène de l'accident et insisté pour un enterrement rapide, invoquant le respect pour la famille. Ramirez ignora le directeur et répéta, plus fort, maintenant. Il fallut 5 minutes. Les officiers écartèrent les fleurs, plièrent le drapeau avec soin, et déverrouillèrent les loquets d'acier. Lorsque le couvercle se souleva, un silence étouffant s'abattit, suivi d'un chœur de halètements. L'homme à l'intérieur n'était pas Daniel. Les cheveux bruns, légèrement grisonnants, étaient similaires. L'uniforme, celui de Daniel, portait son badge. Mais le visage était différent, un nez tordu, des pommettes trop saillantes, aucune trace de la cicatrice au menton. Les mains, pâles et dépourvues de cale, n'avaient jamais tenu l'arme de service de Daniel. Surtout, le poignet droit était nu, sans l'encre tatouée. Ramirez recula, le cœur battant. Ce n'est pas lui. Le chaos éclata.
Les caméras des journalistes cliquetaient frénétiquement, capturant le cercueil ouvert. Une femme dans la foule hurla, un cri strident qui fit sursauter les officiers. Ces derniers formèrent un cordon pour éloigner les curieux. Naomi, immobile près du cercueil, murmura, la voix brisée. Il m'a dit que quelqu'un le suivait. Il m'a dit d'arrêter l'enterrement si ça arrivait. Ramirez s'agenouilla à sa hauteur, son genou craquant sur l'herbe. Qui le suivait? Naomi. Elle serra sa robe, ses doigts tremblants. Il n'a pas donné de nom. Mais il a dit que ce pourrait être quelqu'un avec le même badge. Quelqu'un du commissariat. Ses mots tombèrent comme une larme. Daniel avait changé ces dernières semaines. Il manquait les briefings, évitait les conversations, ses yeux sombres toujours fixés sur un carnet qu'il rangeait dès qu'on approchait. Une fois, à la cafétéria du commissariat, il avait confié à Ramirez, à voix basse, « Je suis sur une piste. Des livraisons d'armes. Ça ne colle pas. » Rien n'était consigné dans les rapports officiels. Puis, l'explosion. Et maintenant, un inconnu dans son cercueil, vêtu de son uniforme, portant son badge. Ce soir-là, une découverte fit basculer l'enquête. Une ligne de secours privé, que Daniel avait configurée pour Naomi en cas d'urgence, contenait un message vocal, activé lorsque son téléphone principal avait été désactivé. 6 secondes, enregistré à 2h17, 4 heures avant l'explosion. Si vous entendez ça, j'avais raison. Ne faites pas confiance à la chaîne. Surveillez le type dans l'administration. Il n'est pas clean. La voix de Daniel, rauque mais ferme, résonna dans la salle de briefing où Ramirez et une poignée d'officiers de confiance l'écoutèrent, pétrifiés. Le type dans l'administration ne pouvait être que Mark Dempsey. C'était lui qui avait validé le rapport d'accident, ordonné un enterrement sans autopsie et écarté les questions avec une autorité glaciale. Lorsque Ramirez tenta de le contacter, Dempsey était injoignable. Son bureau, au 3e étage du commissariat, était vide, son ordinateur éteint, une tasse de café encore chaude sur la table. Cette nuit-là, Ramirez resta avec Naomi dans une salle d'attente du commissariat, une couverture sur ses petites épaules. Elle serrait un dessin qu'elle avait fait pour Daniel, un bateau avec une ancre, son tatouage préféré. « Tu as fait plus que pleurer », lui dit Ramirez, la voix douce. « Tu as empêché un mensonge. » Naomi leva les yeux, encore humides. Papa ne partirait pas sans dire au revoir. Il a promis. L'enquête fut rouverte à l'aube. Le corps dans le cercueil restait non identifié, aucun ADN connu, aucune empreinte dans les bases de données. Mais une fouille dans un entrepôt abandonné, à 10 km de l'épave, révéla 2 téléphones jetables et un casier rouillé contenant des rapports non classés. Les documents, griffonnés à la main, mentionnaient des transferts d'armes saisies, des numéros de série correspondant à des fusillades récentes, à plusieurs reprises, le nom de Daniel Reed, entouré de notes codées. Puis, à 5h42, un garde forestier du parc de Blackwood, à 68 km à l'ouest de Redmond, reçut une visite inattendue. Un homme, vêtu de haillons, boitait jusqu'à sa cabane, le visage marqué par des bleus, des coupures et un coup de soleil sévère. Ses mains, déchirées par des cordes, saignaient encore. Déshydraté, à peine conscient, il s'effondra sur le porche, murmurant « Daniel Reed ». Daniel était vivant. Son récit, reconstitué à l'hôpital, révéla un complot d'une précision glaçante. 6 semaines plus tôt, il avait repéré des anomalies dans les rapports de saisie d'armes. Des fusils d'assaut, confisqués lors de raids contre le cartel Los Halcón, réapparaissaient dans des fusillades entre gangs rivaux. Les numéros de série, censés avoir été détruits, correspondaient. Suspicieux, Daniel avait confronté Dempsey, son supérieur aux affaires internes, qui avait promis d'enquêter. Mais Dempsey, secrètement impliqué dans un réseau de revente d'armes aux gangs pour des pots de vin et des informations truquées, avait vu en Daniel une menace. La nuit de l'explosion, Dempsey avait attiré Daniel dans un entrepôt abandonné sous prétexte d'une réunion avec un informateur. Là, 3 hommes, des complices payés par Dempsey, l'avaient maîtrisé, injecté un sédatif et dépouillé de son uniforme et de ses papiers. Ils l'avaient jeté dans une fosse sous les fondations, une cheville enchaînée à un tuyau rouillé avec une bouteille d'eau sale et des restes de nourriture. Un corps anonyme à un homme du cartel, tué pour avoir échoué une mission, fut placé dans l'épave de la voiture de Daniel, incendiée pour masquer la supercherie. Dempsey avait falsifié les rapports, ordonné un enterrement rapide, et compté sur le chaos pour enterrer la vérité. Mais Daniel était un survivant. Ancien coureur de fond au lycée,
Habitué aux situations extrêmes, il avait rongé un serre-câble en plastique avec ses dents, utilisé une pierre pour desserrer le tuyau, et s'était libéré, brisant sa cheville dans l'effort. Il avait rampé à travers un égout pluvial, puis marché 2 jours dans les bois, sans chaussures, orienté par les étoiles et la pensée de Naomi. Elle ne me laissera pas partir, se répétait-il, les lèvres gercées, le corps à bout. À l'hôpital, lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, Naomi se figea, son dessin froissé dans ses mains. Daniel, amaigri, porté sur un brancard, leva une main tremblante. Toujours la voix la plus forte, hein? Murmura-t-il, un sourire faible éclairant son visage tuméfié. Naomi courut vers lui, criant « Papa !» et s'accrocha à lui, ses sanglots mêlés de rire. Dempsey fut arrêté 2 jours plus tard, caché dans une planque près de la frontière mexicaine. Les rapports saisis révélèrent un réseau de corruption s'étendant sur 5 ans, impliquant 3 autres officiers et des contacts dans le cartel. Daniel témoigna devant une commission sénatoriale 6 mois plus tard, sa voix ferme malgré les cicatrices. Mais le vrai hommage eut lieu sous l'arbre centenaire du cimetière de Willow Creek, où ces fausses funérailles s'étaient tenues. Une plaque fut dévoilée au commissariat. La voix de Naomi, la vérité d'une fille, peut sauver la vie d'un père. Daniel ne reprit jamais le service actif. Sa cheville brisée et les cauchemars persistants le marquèrent à jamais. Il fonda, l'espoir de Naomi, un centre pour les enfants d'officiers victimes d'injustice, financé par des dons de la communauté et des collègues. Chaque matin, en franchissant ses portes, il regardait la photo de Naomi accrochée au mur, son sourire illuminant le cadre. Elle l'avait sauvée, non par la force, mais par une foi inébranlable en son père. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner pour découvrir d'autres récits émouvants, dramatiques et inattendus. Dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez la série. Nous sommes ravis d'avoir de vos nouvelles. À bientôt. Restez bienveillants, curieux et continuez à regarder.